Bonsoir. Donc, il va m'être un peu difficile de présenter notre invitée de façon, disons, ferme, car elle se refuse d'être cantonnée dans une case, une origine, un genre, une culture. Je suis un individu avant d'appartenir à un sexe ou d'être né à Téhéran, dites-vous, Abnous Shalmani. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir à Enghien. Pour preuve, cette salle comble. Merci à Angela Souline, Simon Bentolila de permettre, d'organiser, d'animer ces si précieuses rencontres littéraires. Merci au Centre des Arts de nous accueillir, toute l'équipe, et merci à vous, cher public, de votre présence. Je peux dire cependant sur vous, Abnous Shalmani, pour vous situer, c'est légitime quelque peu, sans trop vous figer pour autant, que vous êtes, disons, une intellectuelle qui participe ardemment au débat public à travers des chroniques, dans l'Express notamment, des documentaires et des essais. Je citerai là Khomeini, Sade et moi, paru en 2014, Éloge du métèque, paru en 2019, Laïcité, j'écris ton nom, aux éditions de l'Observatoire, paru en mai dernier, mais aussi vos romans, Les exilés meurent aussi d'amour, paru en 2018, et cette année, J'ai péché, péché dans le plaisir. Vous avez donc accédé, je crois, à votre rêve de petite fille, cette petite fille qui n'a pourtant pas parlé le français avant l'âge de 8 ans, vous êtes devenue une femme écrivain en France. Je n'ai pas dit écrivaine. Riche de votre parcours atypique, riche de votre histoire, de vos choix, de vos lectures qui vous ont construite et de vos rencontres, vous apportez aujourd'hui un regard détonnant et je dirais stimulant sur notre démocratie bousculée. Vous qui avez connu les ravages de la théocratie, défié les mollahs, vous qui avez arraché le voile imposé aux femmes iraniennes. Comment analysez-vous l'évolution de notre société? Sommes-nous tellement habitués à la liberté que nous en avons perdu de vue sa valeur et sa fragilité? Il y a donc ce vibrant et salutaire plaidoyer qui a marqué les esprits pour la défense de la laïcité et de nos libertés que vous avez livré lors de la remise du prix de la laïcité l'an passé, ce prix dont vous êtes la présidente. C'est sur le sujet de ce long combat républicain, estimé aujourd'hui menacé, que nous allons échanger ce soir. Mais nous aurons aussi le plaisir de vous entendre un peu également, je l'espère, sur une toute autre forme qui est celle de votre dernier roman, J'ai péché, donc péché dans le plaisir, dans lequel il est question d'amour, de passion, de folie amoureuse, de femmes et d'hommes, d'exil, de vie et surtout de vous. Merci beaucoup et sans plus attendre, nous allons vous écouter. Merci Abnous Shalmani, merci beaucoup. Alors, Abnous, on va commencer par parler de laïcité, donc j'écris ton nom. Alors, on va parler du contexte un peu d'écriture de ce livre. Alors, vous l'avez écrit pour la cérémonie du prix de laïcité de 2023, c'est ça ? Alors, ce prix a été créé par le comité Laïcité République, né de la première affaire du voile islamique en 89. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cet événement sociétal et politique et de quoi est-il le nom ? D'abord, merci Françoise, c'est trop. Merci d'être aussi nombreux, c'est toujours très impressionnant parce que j'ai toujours le trac, donc là j'ai le trac. Vous êtes très nombreux, donc merci d'être venus. Merci à Angela, merci. Évidemment à Simon, enfin merci beaucoup. Pour ça, c'est comme quand on m'a proposé d'être présidente du prix de la laïcité qu'on ne m'avait jamais donné, j'ai quand même tenu à préciser que c'était quand même assez amusant, qu'il avait fallu que je passe à la télé pour qu'ils remarquent mon existence, et je leur avais dit, vous dites ce que vous voulez,
moi, si je fais un discours, il faut que ça cogne. Cette fois, ça suffit, et je ne pouvais pas dire non, parce que justement, ce comité qui a fondé ce prix, dont Elisabeth Badinter, Madame Elisabeth Badinter a été la première à recevoir le prix, c'était au moment de l'affaire du voile à Creil. C'était en 1989. Moi, j'ai 12 ans. Je suis en France depuis 1985. J'ai échappé aux corbeaux et aux barbus, et que je suis, mais aussi si heureuse d'être en France, à peu près comme aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe. Comme je dis, tant qu'on est debout, on est vivant, et donc on résiste, donc ça va. Et arrive cette histoire de gamine de mon âge qui accepte volontairement de se couvrir d'un linceul qui est juste le signe de leur infériorité culturelle, économique, sociologique, sexuelle. Et comme moi, on me l'a collé quand j'avais 6 ans, et qu'effectivement, ma première réaction, qui n'était pas une réaction intellectuelle ni pensée, enfin, je ne sais pas, vous avez 6 ans, on vous colle une cagoule, une robe, un pantalon, et même si ma mère l'avait elle-même coupé pour qu'il soit gris clair, parce qu'il y avait 3 couleurs autorisées, c'était le noir, le bleu marine et le gris foncé, et ma mère hurlait, mais enfin, ma fille n'est pas en deuil. Il est hors de question que je la recouvre de noir. Donc, l'ironie veut que ma couleur préférée aujourd'hui, c'est le noir, et que je suis souvent noire. Et voilà, il faut toujours un petit peu lutter et se rebeller contre ses parents. Mais elle me fait cette tenue, elle met des petites formes de dentelle devant. Premier jour d'école, et je ne l'avais évidemment pas pensé. Et fin de la journée, moi, ça gratte, je déteste. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je pense qu'à ce moment-là, ma nature a débordé mon cerveau, mais je me suis mise à poil et j'ai traversé la cour cul nu. Mais quand je dis cul nu, c'est que j'ai hésité sur la culotte, et j'ai fait allons-y. Donc j'ai traversé cette cour, et les femmes corbeaux, avec leur tchador, se sont mis à me poursuivre, et il y en a une qui s'est cassée la gueule. Vous avez 6 ans, une adulte se casse la gueule, vous recommencez. C'est clair, vous recommencez, vous comptez les points. Et ça a duré jusqu'à la guerre en Irak, et après, c'était plus possible, parce que tout l'Iran était devenu une espèce de deuil permanent tous les jours. On était là tous en rang, et on devait, les noms des morts étaient répétés, et on devait faire une prière et pleurer. Et moi, j'arrivais pas à pleurer. Enfin, dès qu'on disait Khomeini, j'avais pas du tout envie de pleurer. Bon, tout ça était quand même très très mal barré pour moi. Donc, arriver à 12 ans pour moi dans le pays de Simone de Beauvoir, comme mon père me l'avait vendu, et de me retrouver avec des gamines de mon âge qui volontairement veulent se voiler, alors que moi j'étais cul nu à 6 ans, ça allait pas. Donc, quand on me propose d'être présidente d'un prix qui est né, d'un comité qui a créé ce prix, et qui est né le jour de la première affaire qui a finalement installé l'entrisme islamiste dans le paysage politique et social français, j'ai dit oui. Il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé, c'est que je l'ai su à un moment de l'été, en juin 2023, et que j'ai commencé, que le discours c'était le 8 novembre 2023, et qu'entre le moment où j'ai accepté et cet événement, il y a eu les pogroms du 7 octobre, ce qui a en plus, en tout cas pour moi, totalement modifié. J'avais commencé à écrire un discours qui a totalement changé j'allais dire, de style, de cœur, de rythme. Et là, tout d'un coup, c'est autre chose. Il est dédié aux victimes et aux otages victimes des islamistes, parce que les Français qui sont morts au Bataclan, les militaires français qui ont été tués par Mohamed Merah, l'école Osatora, Clarisse Jean-Philippe, Charlie Hebdo, le Bataclan, les terrasses parisiennes à 2 pas de chez moi, à la Belle Équipe, juste en face du Palais des Femmes à Feder-Chalini. J'aurais dû y être, c'était l'anniversaire de Jamila, qui était une barmaid du 11e, et j'étais à l'école, au collège Anne-Franck du quartier avec sa sœur. Et j'y suis pas allée, mais parce que c'était une journée très bizarre. J'ai passé ma journée à renverser des verres, et j'étais fatiguée. Je dis, je les verrai demain, j'irai pas. Et à 21h, on apprend qu'il se passe des choses dans Paris, qu'on est en train de tirer à la Kalachnikov sur des terrasses parisiennes, et la promenade de Nice, et Samuel Paty, et Dominique Bernard. Enfin, ça commence à faire beaucoup, et pour moi,
Et je pourrais citer les milliers de Pakistanais, les milliers d'Afghans et d'Afghanes, et les milliers de musulmans qui meurent dans le monde. Les premières victimes des islamistes restent les musulmans dans le monde, en termes numériques, s'il faut absolument numériser tout ça précisément, et que c'était les mêmes islamistes avec la même idéologie totalitaire, puisque l'islamisme est un totalitarisme, qui tue indistinctement que ce soit des musulmans, des chrétiens, des athées, des laïcs, n'importe qui n'est pas dans ce qu'ils considèrent être la communauté des croyants fermés. Et c'était un choc. C'était un choc parce que c'était un pogrom, parce que ça se passe sur une terre qui a été créée et qui devait être sanctifiée pour que ça n'arrive jamais. Donc tout ça a quand même fait un peu boum, donc dans ma tête et dans mon cœur et dans mon ventre et un peu partout. Et je pense que il est très pensé, ce discours, mais je crois que c'est la première fois de ma vie que je n'ai pas pensé en écrivant. Et étrangement, il avait sa forme dès que je l'ai écrit. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de le corriger, ça a été écrit d'un premier jet. Et tous les passages, les paragraphes étaient dans le bon ordre. C'est très bizarre, c'était une expérience quasi mystique qu'après, j'ai repris. Alors là, du coup, j'ai réfléchi plus. J'ai donné des exemples, j'ai creusé, j'ai approfondi ce discours. Et c'est ce qui a donné ce qu'on peut considérer être comme un pamphlet. Mais même si je pense que pamphlet, dans le sens où je suis un peu colère et trahison, mais où ce n'est pas exagéré. Il n'y a pas de fait dans ce livre inventé. Enfin, je veux dire, on a toujours tendance à penser que le pamphlet, c'est un peu genre je suis colère, je tape sur la table, et puis tant pis pour la véracité des faits. Non, justement, j'ai tenu, par rapport à ce discours, à rajouter des dates pour que ça fasse sens. J'étais un peu longue là, il faut que je fasse des réponses plus courtes. Non. Ça va très bien. Tu me dis. Mais, très bien. Et alors, moi, j'avais posé une question aussi sur cette... parce que vous commencez par parler également de cet événement, donc, qui est l'événement de 1989, l'affaire du voile islamique. Il y avait cette tribune qui a été publiée en réaction dans le Nouvel Observateur, donc signée par Elisabeth Badinter, Alain Finkielkraut et d'autres. Donc, qu'est-ce qu'elle contenait? Vous en parlez? Tout était déjà écrit il y a 35 ans, tout est pire en 2024 finalement. C'est-à-dire, c'était l'élément déclencheur finalement, c'était ce qui a permis, c'était la lâcheté, c'est un mélange de paresse, de lâcheté, de peur, on est humain, on est programmé pour survivre. La preuve, on a survécu. Mais je pense que tout ça se mélange, on se dit peut-être que des accommodements nous éviteront le pire. Et force est de constater que depuis 89, aucun accommodement n'a évité aucun pire. Ce texte écrit par Catherine Kinsler, Elisabeth Badinter, Alain Finkielkraut, Régis Debray est extraordinaire pour une raison, c'est que tout y est. Et c'est presque surprenant. C'est-à-dire qu'il y a quoi? C'était à peu près l'année dernière, il y a eu un prof de français, écrivain dont j'ai oublié le nom, mais qui a écrit une tribune pour raconter la difficulté d'amener ses élèves. Il était en ZEP, comme on dit, dans des quartiers difficiles, pour amener ses élèves dans les musées. Les élèves refusaient d'aller à Orsay ou au Louvre parce qu'il y a trop de nus. Et là, on parle de gamins de 12-13 ans. Alors que les choses soient claires, quand on a 12-13 ans, j'ai eu 12-13 ans, quand il y a des gens qui s'embrassent à la télé, on se cache les yeux. C'est normal. C'est le fait d'être gêné par rapport à la nudité, par rapport à la chair et tout, c'est une réaction normale. Mais être gêné par des nus sur un tableau, sur des œuvres, à la télé, dans un film, au nom de Dieu ou de la foi, là, on est dans une démarche sectaire. Là, on est dans quelque chose de dangereux. L'apprentissage doit se faire et elle doit passer par le choc que représente un nu, jusque le nu couché, qui est un transsexuel au Louvre, qui est un chef-d'œuvre absolument extraordinaire. Il faut aller se confronter à ça. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on devient citoyen. Et dans ce texte, la question est posée. Mais si on capitule sur le voile, demain, est-ce qu'on sera obligé d'arrêter d'étudier Madame Bovary, Baudelaire? Et ce prof, en 2023, raconte qu'il ne peut pas faire étudier Madame Bovary parce qu'on lui dit, vous excuserez mon langage, c'est le langage des élèves, non mais ça va pas monsieur, c'est une pute.
Donc, je pense que Flaubert, il a dû adorer. Genre, soudain, Madame Bovary fait « Vas-y, madame, c'est une pute ». C'est dur, c'est dur. Alors, je pense qu'ils n'ont même pas essayé de mettre Nana au programme parce que ça allait être trop compliqué. Les fleurs du mal, j'en parle pas, ça pue. Donc, on est quand même... Et ils sont cités dans ce texte. On est en 89 et on dit, si on commence par là, on finira ici. Et c'est une évidence. Et on a fini là. C'est-à-dire qu'il y a des... C'est même plus... Je ne parle même plus du fait qu'il soit impossible d'étudier en classe dans certains quartiers, que même des profs n'osent même plus s'autocensurer la Shoah, la traite arabo-musulmane et des choses parce que votre grand-oncle et votre mère n'y croient pas, alors vas-y, je ne veux pas entendre. Mais c'est même plus possible d'étudier ce qui fait la grandeur de la civilisation, et j'ose le mot, de la civilisation occidentale. Ça, c'est quand même une réalité de la civilisation européenne, le roman. Et effectivement, une création européenne. Je conseille à tout le monde L'Art du roman de Milan Kundera, c'est extraordinaire. Et c'est ce qui est encore plus formidable, c'est que le roman est né en Europe et que le roman a après voyagé en Amérique du Nord, qu'après il s'est réfugié en Amérique latine, qu'après il s'est retrouvé en Inde, et qu'ainsi, et il continuera, et le jour où effectivement l'islamisme disparaîtra et il n'y aura plus que des musulmans, vous aurez des Mahfouz, des immenses écrivains égyptiens, vous aurez des Naguib Mahfouz partout, et le roman basculera en Orient. C'est inévitable, il n'y a rien de plus vivant que le roman, mais Madame Bovary, l'éducation sentimentale, Nana, le Louvre, le pique-nique dans l'herbe, tout ça fait partie de ce qui fait la grandeur, et moi je fais partie de ceux qui pensent vraiment que on a la chance de vivre en démocratie, qu'on a la chance de se vautrer dans cette République qui vous permet d'être assis là, et moi d'être assise là et de vous causer comme j'ai envie de vous causer, grâce à ça, grâce au fait qu'un jour, Rabelais a écrit un roman. Et que cette configuration-là, cette parole libre-là, le fait le dimanche, même si on râle, même s'ils sont vraiment tous pourris les politiques, bon an, mal an, on y va quand même, et ben, c'est parce qu'un jour Rabelais a écrit un bouquin. Je pense que tout ça est énormément lié. Et d'avoir des gamins, des enfants, qui sont quand même des enfants nourris aux mamelles de la République, qui refusent de voir, qui refusent de lire, qui refusent même de se mettre en maillot de bain. Mais ça, c'est scandaleux. Parce qu'il faut se confronter aussi au regard des autres. Et vu le nombre qu'on a de morts par noyade, c'est de la santé publique, ça fait partie d'un même tout. Et je crois que rien n'est plus fondamental que d'accepter, c'est ça que disait le voile en 89, c'était pas juste, et ça n'a jamais été un bout de tissu, ni aujourd'hui, ni hier, ni en Iran, ni en Afghanistan, ni en Égypte, ni à Paris, ni à Munich, ni nulle part. Ce n'est pas fait, le voile n'est pas fait pour recouvrir la nudité, ça c'est l'office du vêtement, il est fait pour recouvrir l'âme, il est fait pour recouvrir la liberté des femmes et des hommes, parce que ça va ensemble. Kamel Daoud a raison de dire, quand il vient à Paris, Kamel, ce qu'il fait, il voit des femmes libres, et là il se sent libre. Parce qu'une société est libre quand ces femmes sont libres. Quand les femmes ne sont pas libres dans une société, les hommes ne le sont pas plus. Et ce voile-là, ce qui commence à murmurer et que des grands intellectuels ont vu, à ce moment-là, vu, dit, répété, et pris le risque de se faire cracher dessus par leur famille politique qui était la gauche, ce qu'ils ont vu, c'est que ce voile racontait une autre histoire. C'est qu'il racontait déjà le « je ne veux pas voir, je ne veux pas lire, je ne veux pas apprendre, je ne veux pas aller contre la doxa familiale ». Et ça, c'est grave, parce que ce qui se passe à l'école, fondamentalement à l'école, fondamentalement l'éducation, l'apprentissage, c'est qu'il y a ce qui vous est acquis, et l'école n'entend pas concurrencer votre singularité, ce que vous avez appris, ce que vous adorez, vos traditions familiales. Pour le dire franchement, l'école, la République, s'en fout. Vous pouvez croire ce que vous voulez à la maison, fêter ce que vous voulez avec vos croyances. Par contre, à partir du moment où vous rentrez dans l'espace public, et qui plus est, dans ce lieu qui est la quintessence de ce que c'est la République, c'est-à-dire l'école laïque, républicaine et gratuite, c'est là que vous êtes censé vous confronter à autre chose, à l'inconnu, à ce qui justement ne vous est pas accessible dans le domaine familial. Et c'est là que commence votre grande aventure personnelle et singulière. Et je dis toujours, moi, voilà, je suis arrivée en France à 8 ans, je ne parlais pas un mot de français, et à 9 ans, je voulais déjà être écrivain français.
les ambitions qu'on a, ça a marché. Mais c'est beaucoup travaillé, mais je n'étais pas à l'école privée, mes parents n'avaient pas les moyens de me donner des cours de français. Et quand on me dit, mais la laïcité, c'est quoi? Et je dis, regardez-moi, en fait, je suis un pur produit de l'école laïque obligatoire, républicaine. Et j'étais dans un collège qui, à l'époque, le 11e, avant l'Opéra, c'était pas Boboland comme aujourd'hui, c'était le 11e arrondissement de Paris, c'était plutôt un quartier très très mixte. On avait une trentaine de nationalités dans ma classe, c'était d'ailleurs super. Mais les deux meilleurs élèves de la classe, c'était moi d'origine iranienne et Tania d'origine tchécoslovaque, ça existait encore à l'époque. Et c'était fabuleux, enfin. On a appris, alors moi j'avais la chance d'avoir un père qui était un grand lecteur et un grand intellectuel, mais il n'empêche que j'ai appris, cette école m'a nourri à la petite cuillère, et ce que je suis aujourd'hui, bien sûr je le dois à mes parents, mais je le dois en très très grande partie à ce que la France, à travers son école, et à travers sa culture, et à travers ses livres, à travers son Louvre, à travers son Orsay, a fait de moi, quoi. Et ça, mais c'est un cadeau extraordinaire, et c'est ça qu'il faut que les gamins aujourd'hui apprennent, que personne ne les punit, mais que c'est une nourriture céleste qui va les porter toute leur vie et qu'ils ne le regretteront jamais. Et ils voteront bien après. On espère. Alors, un autre mot important dans ce livre, c'est l'universalisme. Est-ce qu'il peut finalement encore gagner contre l'obscurantisme? J'espère, sinon on est mort. Je vous le dis, moi, sinon, au fait, s'il n'y avait pas d'universalisme, il n'y a aucune raison pour que vous m'aimiez. Il n'y aurait aucune raison pour que j'aime à ce point-là la France. C'est un deal, l'universalisme. Moi, je me considère comme votre égal à chacun, et nous sommes là dans une même humanité. Ce n'est pas du cucuisme que je fais, genre on est tous merveilleux. Non, non, il y a des grands salopards et il faut les combattre. Et il faut les combattre sans pitié. Mais vous savez quoi, je vais vous raconter une histoire. Et ça c'est quelque chose qui m'a toujours énormément surprise, que cette histoire-là ne soit jamais racontée. On a toujours tendance à dire, mais vous savez, la laïcité, cette spécificité française, voir cette saloperie française qui nous emmerde tous, sécularisme, personne n'y comprend rien, les Américains ne savent pas ce que ça veut dire, tout le monde se bouche le nez. Ah oui, alors vaguement, c'était pas vaguement, une laïcité chez les Turcs. Et la première fois, parce que à la base, la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire, l'Église s'occupe des âmes et l'État s'occupe du quotidien, de la politique, de voter des lois, de décider on attaque là, et que Dieu n'est pas assis sur votre épaule droite ou gauche pour prendre des décisions. Et la première fois dans l'histoire de l'humanité où est apparue cette séparation de l'Église et de l'État, c'était une séparation de la mosquée et de l'État. Tout a commencé au XVIe siècle. C'est Shah Abbas le Grand, qui est un grand, alors c'est là où tout est fait d'ironie. Shah Abbas le Grand est un roi safavide. Les Safavides, ça a été une des plus grandes dynasties persanes. Donc tout ça se passe en Perse, donc l'ancien nom de l'Iran, mais on va le récupérer. Tout va bien se passer. Et Shah Abbas le Grand, les Safavides, en fait, c'est des Turcs sunnites qui, alors à l'époque, comme j'allais dire aujourd'hui, mais à l'époque, des dynasties, ça se renverse, ça se met en place. Au VIe siècle, alors que depuis le 8e siècle, dans le territoire perse a basculé du côté du schisme, c'est au XVIe siècle que les Safavides, qui sont donc des Turcs sunnites, décident de faire du schisme la religion officielle de l'Empire perse, parce qu'ils sont convertis. Et on sait tous que les convertis, c'est les plus zélés. Ça, c'est comme ça depuis l'histoire depuis le début de l'humanité. Et Shah Abbas le Grand, donc, il fait du schisme la religion officielle, et il est très fort. C'est là, par exemple, là maintenant, ce que j'aime bien, c'est que grâce aux événements, j'aime bien, ça m'excite et tout, mais j'aime bien parce que maintenant, grâce aux événements d'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est que le détroit d'Ormuz, où passe 25% du pétrole mondial. Le détroit d'Ormuz appartient à l'Iran, anciennement empire perse. Et cette possession date de Shah Abbas le Grand au XVIe siècle, qui, pour la faire simple, fait la nique aux Ottomans et aux Britanniques, par un tour de passe-passe, récupère le détroit d'Ormuz qui n'a jamais quitté l'influence iranienne. Et pendant qu'il est en train de négocier, il a les religieux
alors lui est très religieux, hein, parce qu'en plus il vient de se convertir, alors il faut qu'il montre qu'il est très religieux, qui vient de lui dire peut-être pas le mardi, il faudrait peut-être y aller le jeudi, parce que nanana, machin. Et là il dit écoute, t'es bien gentil, tu prends le religieux, tu t'occupes des âmes, il interdit l'entrée du conseil gouvernemental, du conseil royal aux religieux. Donc à partir du XVIe siècle, le clergé chiite ne participe plus aux décisions religieuses de l'Empire perse. C'était la première fois dans l'histoire que ça arrivait. Et c'est tellement fort, cette décision, qu'en 1905, alors qu'en France, on est en train de s'arracher les cheveux sur la loi sur la laïcité, est-ce qu'on interdit la soutane, est-ce qu'on n'interdit pas la soutane, est-ce qu'on tire dans les pieds des curés, parce que vous savez, Prévert, par exemple, avait l'habitude dans la rue, on était armés à l'époque. C'est pas très sympa, mais Prévert avait une arme, et quand il croisait, souvent du côté forcément du cimetière Montparnasse, une soutane, il le faisait danser, c'est-à-dire qu'il sortait son arme et lui tirait dans les pattes. C'était ça l'ambiance. Donc on est en train de s'étriper sur la loi sur la laïcité en 1905. Pendant ce temps-là, en Iran, qui est toujours la Perse, on a une révolution constitutionnelle, et de là va naître une constitution, la constitution de 1906, dans laquelle est notée la séparation du clergé et de l'État. Le clergé n'a pas à participer aux affaires de l'État, n'a pas à s'occuper d'autre chose que de religieux, ce qui paraît le b.a.-ba. Donc c'est concomitant, donc il n'y a pas, c'est ce que j'appelle l'universalisme. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est quand les gens ne comprennent pas l'universalisme, c'est qu'en fait, ils ne connaissent pas l'histoire. Et cette histoire va continuer, parce que quand, en 1965, c'est le premier exil de mon grand copain, l'ayatollah Khomeini, qui est parti d'abord en Irak à Nadjaf, dans la ville sainte de Nadjaf, après en Suisse, et après à Neuf-le-Château, welcome, sous son pommier. Mais après on reviendra au pommier, parce que je suis une traumatisée du pommier. Ça ne m'a jamais empêché de manger des pommes, mais quand même j'ai un peu de mal avec les pommiers. Et donc il part, il est là, Khomeini, qui était un très mauvais étudiant. D'ailleurs, on remarquera qu'Hitler était un très mauvais aquarelliste. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet entre les très mauvais étudiants et le fait que ça dégénère sévère après, mais ça dégénère toujours sévère après quand ils sont frustrés. Donc l'autre, en plus, c'est un faux ayatollah, c'est qu'on lui a donné son diplôme. Il n'a jamais réussi à entériner son bac plus 14. Or, moi, je pense qu'on aurait dû lui donner son diplôme, il n'aurait peut-être pas dégénéré à ce point-là. Mais Khomeini est là, il est nul. Le seul domaine où il est bon, c'est en arabe. Parce qu'en Iran, on ne parle pas arabe, on parle persan. Et donc, comme il est nul, et qu'est-ce qu'il fait? Il traduit, d'abord pour lui, Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, c'est l'idéologue sunnite des frères musulmans. Ce qu'on a aujourd'hui ici, comme le Hamas, comme partout, c'est les frères musulmans. Ça date de 1926. Donc ça, c'est tout à fait disponible. Depuis 1926, les mecs nous disent « on va vous niquer ». On est là, t'es sûr? Non, c'est une illusion d'optique. Ça fait 26, ils répètent la même chose, la charte n'a pas changé. Khomeini traduit ça en persan. Le clergé chiite lit ça, va voir le Shah et lui dit « non mais là, il y a haute trahison, il trahit l'Iran ». Il est en train de dire qu'il faut que les religieux prennent le pouvoir politique, il faut qu'ils dégagent. Le premier exil de l'ayatollah Khomeini, qui n'était pas ayatollah à l'époque, il est devenu ayatollah parce que quand il est revenu en 1979 pour la Révolution, on ne pouvait pas dire c'est l'imam du quartier nord sud-est, on a dit ah voilà ayatollah, mais il n'était pas. Donc on lui a donné le titre sans qu'il le soit vraiment. Et donc on lui a dit non mais il est en train, et le Shah d'Iran a exilé Khomeini. C'est ce que j'appelle l'universalisme. Donc cet universalisme-là veut dire que, alors qu'on pense que la France est là entre ses frontières hexagonales et que la laïcité, ça ne peut être que français, à la même époque, il y a une constitution qui est votée en Iran et qui sépare la mosquée de l'État. C'est ça l'universalisme. Donc c'était un peu long, mais déjà vous pouvez vous la péter dans des dîners en racontant ça parce que personne ne le sait. Donc c'est pas mal. Donc, vous disais, oh, tu connais pas Shah Abbas le Grand et tout? Il est pas mal, et ça c'est vraiment intéressant. Et le coup du pommier, parce que ça j'y tiens, quand même rappeler que Foucault, Sartre, Beauvoir et tout le monde allaient visiter Khomeini. Et comme Khomeini, c'est un gros malin à défaut d'être un bon ayatollah, il se mettait sous le pommier, il faisait la prière, on faisait patienter les intellectuels derrière la baie vitrée, et quand même le type avait quand même une certaine forme de charisme, il faut être honnête, et il est sous son pommier, genre intense, et tout le monde est là.
« Oh, il est trop mignon ». Je déconne pas, c'était la mise en scène tous les jours. Et les deux types qui étaient francophones et battaient le rappel des intellectuels français pour qu'ils viennent baiser la main, les pieds, le turban et le pommier de Khomeini, descendent de l'avion à Téhéran en février 1979 avec Khomeini. 2 semaines après commencent les purges. Les 2 premiers exécutés, c'est ces 2 mecs-là. Ça, c'est pas de l'universalisme, c'est très méchant. Alors, pour revenir un peu sur la France aussi, pourquoi l'Occident a dérivé vers une tolérance, comme vous dites, qui laisse s'épanouir l'intolérance? Autrement dit, pourquoi, d'après vous, une partie des Français, plutôt que l'universalisme, a opté pour le déchirement à l'américaine, cette idéologie? Je ne suis pas sûre que la France ait opté pour ça. Je pense que une partie des Français, je pense qu'il y a une majorité silencieuse. Moi, je pense que les Français sont pas du tout, ils n'ont pas du tout envie de vivre dans un communautarisme à l'anglo-saxon. Je pense que quand on voit ce qui s'y passe, on n'a pas du tout envie de vivre ça ici. D'ailleurs, eux sont en train d'y revenir en se disant peut-être c'est pas bon ce qu'on a fait, peut-être ça marche pas. Et je pense que c'est un système qui marche pas. Je pense qu'il y a une peur. Je pense qu'il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. C'est flippant ce qu'on a vécu, je veux dire même inconsciemment. Je veux dire, c'est flippant d'imaginer un gamin de 22 ans et demi qui est un gamin, Mohamed Merah, qui court après une gamine de 8 ans dans la cour de son école pour lui tirer dans la tête à bout touchant. Je ne sais pas pourquoi on dit à bout portant, c'est à bout touchant. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut dans la tête pour faire ça? Je veux dire, ça fait peur. Enfin, moi, personnellement, ça m'a tétanisée. Pourquoi je continue à causer? C'est parce que mon père m'a dit, écoute, on n'a pas perdu tout ce qu'on a perdu pour que tu fermes ta gueule. Donc moi, j'ai l'habitude d'écouter mon père parce que je l'adore. Mais même moi, j'ai peur. Enfin, je veux dire, intensément, j'ai pas du tout. C'est toute cette suite d'événements, d'attentats, toutes ces atteintes à notre République. Samuel Paty décapité en plein jour, à quelques mètres de son école, des élèves, des collégiens qui photographient sa tête décapitée et qui le mettent sur les réseaux sociaux, ça me tétanise en vrai. Pourquoi je continue à gueuler, je ne sais pas. Y a-t-il un psychiatre dans la salle? Mais c'est tétanisant. Donc on ne peut pas reprocher aux Français d'avoir peur ou de ne pas l'exprimer. Mais par contre, je n'ai pas du tout l'impression qu'ils ont l'intention de lâcher notre système. Parce que ce système-là, je veux dire, c'est un espèce de faux débat à la con. Est-ce que l'immigration est une richesse et tout? Non, c'est pas un truc. L'intégration est une richesse. Le fait d'avoir des gens, et nous sommes tous, si on fouille dans les arbres généalogiques de tout le monde, des gens venus d'ailleurs, la seule chose qui compte, c'est qu'il y ait deal avec la République. C'est qu'on joue le même jeu et on joue. Donc ça marche. Donc je pense que les gens ont peur. Je pense que les gens ne l'expriment pas. Mais je ne pense pas qu'on est en train de capituler. Je ne pense pas que la situation soit dramatique. Je pense qu'on a un système qui a fait ses preuves. Je pense qu'on a un Apollinaire, qui était un métèque. Je pense qu'on a énormément de métèques qui font la fierté de la France et qu'on en aura encore d'autres. Et je pense juste qu'il faut faire le... Il y a des salauds partout et des salauds de toutes les couleurs et de toutes les religions. Il faut juste faire ce distinguo-là. Mais il faut juste tenir mordicus sur nos valeurs qui, en plus, bonne nouvelle, sont des valeurs positives. Mais tolérer l'intolérable, ça ne marche pas. Donc faire des politesses à un type qui vous explique qu'il va vous égorger, il y a quand même des chances pour que ça finisse par votre égorgement. C'est une minorité donc idéologique c'est ça. Enfin, mais qui très plus visible. Fort que les autres. Exactement. Et pourquoi cette même minorité idéologique visible, très visible, finalement ont du mal à... pourquoi ces personnes perçoivent-ils l'acte comme un acte de résistance, le pogrom du 7 octobre, en fait? C'est quelque chose dont vous parlez dans votre livre et également dans vos chroniques. Il y a un moment où c'est Peggy Sastre qui, outre être ma meilleure amie, vient d'écrire un livre que je vous conseille, qui s'appelle « Ce que je veux sauver » et qui est écrit dans Le Point, et qui dit cette chose très vraie, c'est qu'elle dit très simplement que le 7 octobre, elle a dévissé. C'est que pour la première fois, alors comme elle se présente, c'est une libérale comme moi, enfant des Lumières, tout comme moi, et que face à 7 octobre, tout d'un coup, alors que donc le principe du libéralisme,
principe d'être des enfants des Lumières, c'est de constamment chercher un terrain d'entente pacifique. C'est que nous sommes tous différents, c'est en gros comment on fait pour éviter de se taper dessus à longueur de temps. Comment on fait pour pouvoir vivre en paix et en concorde. C'est ça, au fait, le libéralisme dans le sens XVIIIe siècle. Et la raison, et je partage entièrement ce point de vue, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est tout d'un coup l'impossibilité de trouver un terrain d'entente, même en creusant d'un bout de la planète à l'autre, avec un type qui appelle ses parents pour se vanter d'avoir tué 10 juifs à main nue. Là, tout d'un coup, on se retrouve face à quelque chose d'impossible. Quel terrain d'entente je peux trouver avec quelqu'un qui appelle sa mère, qui à l'autre bout du fil lui dit « je suis fier de toi », en lui disant ça. Ce qui s'est passé le 7 octobre est évidemment une tragédie, mais ce qui s'est passé après le 7 octobre est encore pire. Pire que le déni, c'est qu'on a vu, après le 7 octobre, des manifestations de joie à Amman, en Indonésie. Amman, en Yémen, c'est délire. Le Yémen, ça fait 10 ans qu'ils sont à feu et à sang, qu'il y a des maladies qui ont disparu depuis 40 ans qui reviennent, où il y a une catastrophe humanitaire parce que l'Arabie Saoudite et l'Iran se tapent sur la gueule à travers leur proxy. Il n'y a jamais eu une manif pareille. Là, ils étaient tous dans la rue pour faire la fête. Il y a un truc qui m'a échappé. Là, j'avoue, Peggy a dévissé, moi j'ai bugué. Je ne comprends pas. Mais il y a aussi des manifestations à Sydney, de joie. Il y a des manifestations à Londres. Il y a distribution de bonbons dans certains quartiers de Berlin. Des bonbons à des enfants pour célébrer le massacre de familles entières. Là, il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose qui crée, pour moi, vraiment une rupture dans l'humanité. C'est qu'il y a un truc, c'est quoi le point commun entre eux? Et là, tout d'un coup, elle déteste ce que je déteste existe ce que je déteste le plus au monde, ce eux et moi, et qui place une espèce de mur où je me dis, mais comment je fais pour causer à quelqu'un qui distribue des bonbons à les enfants en disant, le gamin qui dit, on fête quoi? Eh ben, on fête la mort d'un bébé juif. Comment je cause avec cet être humain-là derrière le mur qu'il a lui-même dressé entre lui et moi? Comment on en est arrivé là? C'est une longue histoire pour en est arrivé dans un discours, parce que on massacre des juifs, c'est depuis 2000 ans que ça dure. Honnêtement, je n'aurais pas pensé réassister à une scène pareille de mon vivant. J'aurais pas cru. On l'a fait. Ce qui s'est passé après est pire, de voir des universités d'élite occidentales. Sciences Po, Columbia, Harvard, avec cet avion qui passe dans le ciel, Harvard, hate Jews. C'est irréel. C'est irréel. Normal. Qui a payé ça? Qui s'est dit un matin, tiens, on va faire passer une banderole dans le ciel? Et c'est drôle, enfin, ironie. Goebbels l'aurait rêvé, quoi. Dans les années 20, c'est Harvard qui a imposé des quotas pour les juifs. Dans les années 20, c'était Harvard, la première université qui a imposé des quotas pour le nombre d'étudiants juifs. C'est irréel. Post-Shoah, enfin, même avant, moi je trouve ça irréel, mais post, c'est encore pire. Ce qui s'est passé, c'est que, et c'est pour ça qu'il faut relire la French Theory, et c'est là où je dis, on peut gueuler sur la France, enfin, il n'empêche qu'on a vraiment, vraiment inventé plein de trucs, même ça. Donc pour le meilleur et pour le pire. Mais ce qui est devenu la French Theory, à un moment, on a pensé en France, en Occident, mais en France particulièrement, avec Foucault, avec Barthes, avec tous ces intellectuels, c'était pas, et il faut les relire en vrai, ils disaient pas ça. Et il y avait une espèce de besoin, qu'est-ce qu'on fait après l'histoire, comment on pense, qu'est-ce que l'engagement, qu'est-ce que le discours, qu'est-ce que la narration, elle est où la narration? Ce truc est parti aux États-Unis, et sans vouloir réduire les Américains à être des grands réducteurs, ils ont un peu boogie-boogie à ça, et parce que c'est arrivé aux États-Unis, dans un pays qui avait quand même là pratiqué la ségrégation, qui avait pratiqué quand même un système institutionnalisé de séparation ethnique de race, je pense qu'il y a eu 2-3 connexions neuronales qui ne se sont pas faites, que des universitaires ont pris ça
et l'ont transformé en l'histoire, toute l'histoire avec un grand H, a été écrite par des Blancs, donc il est pollué par des Blancs dominants, etc., et toute la hétérosexuelle, etc., a été dominé. Et donc la seule chose révolutionnaire et la seule chose qui pourrait renverser la donne et donner l'égalité à tous, c'est de refuser l'histoire, donc quelque part de refuser le savoir. Donc on arrête de penser. Hein, c'est quand même ça. Parce que quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui vous tient ce genre de théorie, vous lui citez l'histoire, la personne te répond, tu cites l'histoire des Blancs. Bon, bah, c'est quand même un peu l'histoire, mais c'est l'histoire des Blancs. Donc on ne peut même pas justifier de l'histoire, de dire mais la Shoah, ah oui, mais alors la Shoah, c'est les Blancs qui l'ont raconté, ça compte pas. Et de là est venu s'accrocher quelque chose de très bizarre, qui est parce qu'il y a eu la décolonisation, et la décolonisation était, ma foi, fort bienvenue, mais la décolonisation est un événement historique qui est advenu, et c'était bien que ça advienne, parce qu'il n'y a aucune raison de mettre sous le joug un peuple sous le joug d'un autre peuple, ça me paraît logique, mais que d'un coup il y a une espèce de retour de la décolonisation et que ça s'est mélangé avec ce refus d'une histoire commune, et que tout d'un coup Israël est devenu le dernier bastion blanc colonisateur du monde. C'est allé, et ça a été assez long, mais parce que quand vous les entendez, les gamins de Columbia, de Sciences Po, etc., et cette nazification d'Israël, cette nazification de Tzal, c'est ça que ça raconte. C'est que tout d'un coup, c'est la dernière colonie, c'est la Palestine. Le dernier colonisateur, c'est le juif, parce que alors en plus, moi, ce que je crois profondément, c'est que ce n'est pas des Israéliens qui ont été massacrés le 7 octobre, c'est des juifs. Aussi des Français. Et des Français, mais moi, en plus, ça me dérange, parenthèse. Je veux dire, quand on est là, on pense à nos otages français juifs. Enfin, moi, personnellement, j'ai un peu de mal à faire le distinguo. Moi, je pense juste aux otages, qu'ils soient français ou pas. Je trouve le fait de dire chacun ses otages, chacun ça, parce que prétexte d'une nationalité, c'est des hommes, des femmes, des enfants qui sont tous traités de la même manière. Moi, je m'en fous, en fait. C'est juste des otages. Et ils méritent absolument la même compassion, la même empathie. Et ils méritent de revenir chacun, qu'ils soient français ou américain ou allemand ou indonésien, qu'importe. Mais il y a eu ce mouvement-là. Donc, je pense que c'est là toute la capitulation de l'Occident. C'est tout d'un coup... c'est d'avoir capitulé devant ses enfants et de ne pas avoir pensé à dire aux mômes tu retires tes coudes de la table pendant qu'on dîne. Ça commence comme ça. Et on a plus su maîtriser des gamins qui disaient on s'en fout de ce que tu racontes parce que tu racontes une histoire de dominant. Et c'est ça la grande rupture, c'est qu'on ne peut plus avoir de débat parce qu'on ne peut plus avoir de subtilité et que tout ça se limite à d'où tu parles, camarade, t'es dominant ou t'es dominé. Et bien, quand on parle comme ça, on ne peut pas débattre. Et on se retrouve avec des gens qui disent massacrer un bébé, c'est de la résistance. Voilà, c'est pas compliqué. C'est le fait d'arrêter de faire fonctionner 3 neurones en même temps, d'en choisir 2 qui sont dominés, choisis ton camp, camarade, bah, ça finit au goulag. L'histoire nous l'a prouvé, ça ne peut pas être autrement. Seulement, à la différence certainement d'hier, aujourd'hui, on le vit en direct. Et je pense que le choc et le fait qu'on soit tous tellement tendus vient de là. C'est du fait qu'on vit cet événement tragique et ses conséquences en direct. C'est un sujet qui vient vraiment nous suscite beaucoup d'émotions, je pense. Et la littérature, c'est ce qui sert à un peu s'évader. Et je pense qu'on va parler maintenant de votre œuvre romanesque, ça va nous permettre de nous évader. Voilà. On va parler donc de J'ai péché, péché dans le plaisir, donc, qui est paru chez Grasset il y a quelques mois. Donc vous y faites rencontrer 2 femmes exceptionnelles, donc Marie de Régnier, poétesse de la Belle Époque et maîtresse de Pierre-Louis, et Forou Farrokhzad, poétesse iranienne des années 50. Donc malgré la distance géographique et temporelle, elles partagent une quête de liberté, d'émancipation. À travers l'écriture et la sensualité, il y a le thème de la poésie, bien sûr, et en croisant leur destin, donc vous interrogez des tas de questions. Alors, Abnous, qu'est-ce qui vous a poussé à relier les histoires de Marie de Régnier et de Forou Farrokhzad dans ce roman? Bah, comme d'habitude, c'est encore une histoire d'amour. C'est vraiment ça qui
C'est l'amour qui nous sauverait, c'est l'amour qui nous motive. Tout a commencé avec Pierre-Louis. Et on dit Pierre-Louis. Je sais qu'il y a un débat, mais Pierre-Louis, dans une lettre à son frère, écrit lui-même, je ne sais pas pourquoi on rajoute un S à mon nom. Mon nom est Pierre-Louis et ça crée avec un Y et tréma. Et donc, moi, je débarque en France, peut-être cette cul nue, j'en sais rien. Mais enfin, je développe très vite, parce qu'on habitait dans le quartier de la Bastille, une fascination pour la littérature libertine. Et je lis assez jeune de la littérature libertine et je développe une vraie passion pour l'idée, cette idée, qui est une idée juste, c'est qu'on ne libère pas la tête sans libérer le corps. Rassurez-vous, tout a été extrêmement chaste jusqu'à l'âge canonique de 17 ans et demi. Mais il y avait quelque chose dans l'idée qu'il fallait absolument, moi, dans ma tête, pour me sauver de cette enfance quand même assez, heureusement qu'il y avait mes parents, ma famille, mais de cette oppression, quelque chose, en tout cas c'est passé par la lecture, qui fait exploser le corps, enfin qui ne fait plus du corps, en l'occurrence celui de la femme, un lieu de honte. Et croyez-moi qu'à partir de ce jour-là, même si j'avais un problème de surpoids, rien à foutre, je n'ai plus jamais eu honte de mon corps grâce à la littérature libertine. Mon père est un grand cinéphile et on ne partait pas en vacances, on n'avait pas les moyens, mais on regardait énormément de films. Et là, un soir avant les grandes vacances, il nous fait voir, j'ai 13 ans, Les Yeux Noirs de Mikhalkov avec Marcello Mastroianni, sublime film. Et le lendemain, comme pour toutes les vacances scolaires, il nous amène avec mon frère à Gilbert Jeune, qui est une grande librairie à Paris, où il y a énormément de livres d'occasion, parce qu'on était fauchés. Et on avait chacun droit avec mon frère avec un panier dans la section poche, et on devait remplir le panier à ras-bord, on avait le droit, mais qu'avec des livres d'occasion. Et il y avait une petite étiquette noire ou rouge, c'était encore moins cher. Et en plus, il y avait une histoire de géométrie, c'est qu'il fallait qu'on classe les livres de poche pour qu'ils tiennent dans le panier, machin. Donc avec mon frère, on était c'est qui le plus malin et tout. Et le premier livre sur lequel je tombe, c'est, je le faisais par ordre alphabétique, Les Yeux Noirs de Dominique Bonnat. Je me dis, ah mince, ça a été adapté d'un livre, le super film que j'ai vu hier. Je prends le bouquin, Belle Époque, Marie de Régnier, Pierre-Louis. Rien à voir, mais je l'embarque. En plus, il avait un trait rouge, pas cher. Et je me souviens, j'avais pris du Faulkner, du Steinbeck. Enfin, cet été-là a été un des grands étés de mon apprentissage intellectuel. C'était vraiment merveilleux. Et je commence et je passe une nuit, je lis en une nuit. C'est la seule fois où mon père nous laissait faire. De toute façon, on n'avait pas l'autorisation de sortir avant 17 ans. Nous laissait, alors si c'était pour la lecture, on avait le droit de ne pas dormir de la nuit pendant les vacances. Et je lis en une nuit Les Yeux Noirs. J'arrive le matin au petit-déj et je dis à mon père, je suis amoureuse de Pierre-Louis. Donc, comme il est mort en 1925, ma mère, affolée, regarde mon père, genre, on en est où du code rouge? Mon père, la calme, tout va bien, il est mort. Et la gosse est encore une gosse. Et à partir de là, je développe une passion pour Pierre-Louis. Donc, imaginez la tête de mon père, c'est moi avec une moustache, en train d'aller au parc Georges Brassens et chez des bouquinistes à chercher, parce que Pierre-Louis a été le plus prolifique des écrivains érotiques, en train de chercher, en gros, des bouquins de cul de Pierre-Louis. Ça a été un des grands moments de notre vie, et mon père le faisait, mais je sentais bien qu'il y avait une espèce de gêne, mais il l'a fait. Les parents peuvent être vraiment extraordinaires. Et arrive le confinement, et je ne sais pas comment, mais je tombe sur une interview de Flouk Farrokhzad, poétesse iranienne des années 50, morte en 67 à 32 ans dans un accident de voiture que je connaissais parce que mes parents la citaient, voire la scandaient tellement c'est une grande poétesse, etc. Mais j'avais juste vu un de ses films qui est un chef-d'œuvre que je vous conseille, La Maison est noire, vous l'avez sur YouTube, chef-d'œuvre. Et elle donne une interview pour dire que pour elle, le seul recueil de poésie qui ne la lasse jamais, c'est les chansons de Bilitis de Pierre-Louis. Et moi, c'était le confinement, donc je suis déjà adulte, enfin, très adulte. Et là, j'ai une espèce de réaction, je fais, mais va te faire foutre, il est à moi. Qu'est-ce que Flouk Farrokhzad va faire avec mon Pierre-Louis, quoi? J'ai une espèce de réaction, mais d'où une autre iranienne, et qui plus est dans les années 50, a osé tomber amoureuse de Pierre-Louis. Et allez savoir pourquoi, je dors là-dessus, je râle, j'appelle mon père, mais tu le savais. Elle me dit, oui, c'était la femme de Chamelou, qui est un autre poète, qui lui traduisait Anna de Noailles et Pierre-Louis. Et je lui dis, mais tu me l'as jamais dit? Elle me dit, tu veux pas non plus que je te mâche ta bouffe? Je dis, non,
bah non, t'as raison, c'est pas idiot. Et je dors là-dessus et je me réveille le matin, et c'est là où je pense qu'il y a une forme de mysticisme dans la littérature. Allez savoir pourquoi, alors que de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de... J'avais quel âge pendant le confinement? Ouais, 43 ans, quand même bien. Alors que je racontais l'histoire d'amour de Pierre-Louis et de Marie de Régnier à tout le monde, et que tout le monde me disait « T'as 6 mois de retard de loyer, t'es fauché, pourquoi t'écris pas ce bouquin, ça va passionner les gens ?» Je disais « Je le sens pas. » Et que là, je me réveille après avoir lu ce truc, et je dis « Je vais raconter l'histoire de Marie de Régnier et de Foulouk-Falourzad, et que ces deux femmes, alors que je connaissais très peu de choses sur Foulouk-Falourzad, vont se parler à travers le temps, elles se ressemblent, il y a une histoire de corps, il y a une histoire de liberté, et en tout cas, je veux raconter cette histoire. » Mon éditrice me regarde, elle me dit « La belle époque française, Marie de Régnier, genre une grande bourgeoise qui n'a jamais travaillé, Pierre-Louis, du cul partout, Foulouk-Falourzad, même dans les années 50, coincé dans les interdits, machin, mais enfin, mais de quoi tu parles ?» Je lui dis « Tu vas voir, ça va marcher. » Doute, mais comme je suis un peu têtue, la plupart du temps, on me laisse faire. Et on me laisse faire, et honnêtement, je pense que c'est mon meilleur livre. Et j'adore ce livre parce qu'il marche, improbablement il fonctionne, et que vous ne pouvez pas savoir le plaisir que c'est de faire dialoguer, c'est-à-dire, c'est ça que permet la littérature, c'est de briser toutes les limites et tous les impossibles. Je fais, alors elles ne causent pas vraiment, hein, je raconte leurs deux histoires en parallèle, mais ça donne un dialogue, à travers le temps, l'espace, deux femmes, comme ça, là, à vue de nez, qui n'ont rien à voir à part le fait d'écrire des poèmes, et disons-le, d'aimer le cul. Mais elles se répondent avec, j'allais dire, une amitié, une sensualité, dont moi-même j'ai été surprise, parce qu'à la base, je ne connaissais pas assez Foulouk-Falourzad. Donc j'ai dû énormément inventer aussi, mais j'ai inventé en me basant sur ses poèmes. C'est comme elle s'est mise tout entière dans ses poèmes. En fait, j'ai fait une sorte d'archéologie biographique de ses poèmes, et j'en ai déduit des pans entiers de sa vie. Et visiblement, des gens qui ont connu Foulouk-Falourzad, que j'ai rencontré après, parce que je ne fréquente pas du tout l'Iranie, et donc là, après la sortie de ce bouquin, je me suis mise à rencontrer des Iraniens, et visiblement, ça marche. Enfin, c'est vrai, ce que j'ai inventé est vrai, mais c'est inventé. Mais il se trouve que c'est vrai. Et là, c'est Colette qui le disait, ce qui est écrit arrive. Parce que je rappelle que Colette a écrit Chérie, où le personnage vit une aventure avec un gamin de 15 ans plus jeune, des années avant de vivre son aventure avec son beau-fils. Donc elle a raison de dire ce qui est écrit arrive. C'est magnifique. Alors, invention, réalité. Alors, vous avez parlé pour l'instant de personnages réels, de personnages historiques, mais il y a un personnage inventé qui est Cyrus, donc, vous m'excuserez si je ne dis pas le nom de famille, que vous avez appelé la Tortue, qui joue un rôle central dans la transmission des histoires entre ces deux femmes, dans la transmission également entre la Belle Époque et les années 50 et 60. Alors, comment vous avez conçu ce personnage fictif ? C'est encore pareil, la première version de ce livre était pourrie. Et mes éditeurs me font un retour abscon, je ne comprends rien de ce qu'ils disent, je m'énerve, je mets ça à pas. Je dors là-dessus, et à 3h du matin, je me réveille, et la tortue existait à la fin de la premier manuscrit. Et là, je marque en gros sur un papier sur mon bureau, la tortue. Et je sais que la seule chose que je dois faire, c'est que, en fait, en gros, je suis la tortue. Je me dis ça, je me couche en me disant ça, et que le roman doit commencer avec la tortue, avec Cyrus Maziari, qui est un étudiant spécialiste de la Belle Époque française, qui a traduit tout Pierre-Louis, qui n'existe pas, qui rencontre Foulouk-Falourzad, qui en est déjà amoureux, et ils vont vivre une histoire d'amour, et il va lui devenir son dealer de liberté. Il va la nourrir de Marie de Régnier, et c'est à travers cette relation et sensuelle et intellectuelle qu'elle va puiser la liberté elle-même d'être libre et de révolutionner la poésie persane et de révolutionner sa vie, parce qu'elle a été spectaculairement transgressive et magnifique et merveilleuse. Et c'est ma plus grande fierté, c'est que dès les premières interviews, les gens me demandaient si Cyrus Maziari était encore vivant. Et là, j'ai eu le plaisir de dire, mais Cyrus Maziari, c'est moi. C'était tellement jouissif. Flaubert, et donc c'est là, et c'est là. Et au fait, et c'est ça qui est fabuleux, c'est que c'est le personnage le plus inventé de ce roman, paraissait au lecteur et aux journalistes le plus réel.
Et c'est là où vraiment, mais tout en moi mais se dresse, mais avec violence, quand on me parle de censure, quand on imagine qu'il faudrait préserver l'innocence des lecteurs. Jamais. En fait, la chance que nous avons de vivre en France, la chance que nous avons d'être européens, c'est justement le roman, l'imaginaire, c'est ça qui nous a permis d'imaginer que notre monde d'aujourd'hui, parce que honnêtement, il fait quand même bon vivre en France, était possible. Et ça, sans la littérature, sans cette liberté, sans ce monde qui n'a aucune limite, notre monde réel, quotidien, les facilités que nous avons et que 3/4 de l'humanité n'ont pas accès, ça n'aurait pas été possible. Alors, avec Marie de Régnier, Pierre-Louis, qui n'était pas connu pour être très timide, devient timide. Il a des pudeurs de gazelle à plusieurs endroits. Donc, je reprends une de vos questions, est-ce qu'elle a entendu parler de ce catalogue où il dresse en revue toutes ses conquêtes avec leurs caractéristiques catalogue physiques. Raisonné des femmes avec qui j'ai couché. Je l'ai lu en entier. Oui, à 14 ans, c'est les hormones, vous faites des trucs un peu dingues. Oui, mais non, bien sûr qu'elle le savait, c'est ça qui l'excitait. C'est un personnage extraordinaire. Pierre-Louis, c'est un type. C'est de la pornographie, mais c'est tellement bien écrit. Il y en a un autre, on est deux, enfin, maintenant il n'est plus là, donc je suis toute seule. Il y en avait un autre qui était tout à fait d'accord avec moi, c'était Jean d'Ormesson. Je pense qu'on était les deux plus grands lecteurs de Pierre-Louis. Mais d'accord, c'est vraiment dégueu, mais qu'est-ce que c'est bien écrit. Enfin, moi, je suis fascinée de ce que justement les mots, la beauté des mots, peuvent faire de situations absolument scabreuses. Mais après, il y a des trucs très mignons. Par exemple, ne mettez pas un godemiché au-dessus de votre lit, ces choses-là se mettent sous le traversin. C'est mignon. C'est mignon comme c'est pas. Il y avait déjà des godemiches à l'époque, donc ça a utilisé. Donc il a comme ça des trucs mignons, c'est absolument. Mais Marie de Régnier, vous savez, il y a des femmes comme ça qui sont et des hommes aussi, enfin qui sont naturellement expertes. Elle, Marie de Régnier, était la fille de son père. Et je fais un grand distinguo parce que je pense qu'il y a vraiment, je pense que les filles, les jeunes femmes, les femmes qui sont des filles de leur père ont beaucoup de chance dans la vie. Et Marie de Régnier a ça, ce qui n'est pas le cas de Foulouk Farouzad. Je pense que l'un des grosses différences entre mes deux héroïnes, c'est ça. Marie de Régnier, José María de Heredia, académicien, grand poète qui a écrit les trophées qui sont considérés comme les alexandrins les plus purs, a eu 3 filles. Sa puînée, c'est Marie, et dès qu'elle est née, elle a été sa préférée. Et dès le début, il y avait une relation entre deux de complicité, d'amour, de respect extraordinaire. Et je pense qu'une fille qui grandit sous les yeux d'un père, je ne sais même pas qu'il accepte tout, c'est qu'il la reconnaît déjà dans sa singularité. C'est ça, être la fille de son père, c'est ça. Il y a cette question du père, c'est sûr, et même Cyrus, il me semble, ouais. est orphelin de père, il y a cette question qui est centrale. Ouais. Mais entre Marie de Régnier et Farouzad, finalement, celle qu'on a retenue pour ses écrits, c'est quand même Farouk. Oui. Plus que Marie de Régnier, qui était, au-delà d'être la maîtresse de Pierre-Louis, un modèle de liberté, plus pour sa manière de vivre, quoi. Non, mais c'est pas mal ce qu'elle a écrit. C'est pas des chefs-d'œuvre. Vous savez, on fait des choix dans la vie. Tout choix est un sacrifice. Marie de Régnier n'était pas une aussi grande, elle n'a rien révolutionné du tout en termes de roman ni en termes de poésie, mais de par sa présence, de par ses choix, du fait qu'elle n'a jamais eu honte de son désir, de son plaisir, de ses amants, et ils étaient très nombreux, et qu'elle les a imposés, mais sans grossièreté. Elle n'a jamais voulu divorcer, sauf une fois. Ça, je vous laisse le découvrir. D'Henri de Régnier, elle l'a toujours soutenu. Il y avait comme une espèce de contrat entre eux. Elle est au moins aussi importante. C'est que, voilà, elle voulait être heureuse, mais elle a été quand même l'une des premières femmes à avoir une chronique dans le Figaro. C'est quand même pas rien. Et une chronique libre, c'est qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Ça a été la première à se choquer de qu'est-ce que c'est que ces gens qui bronzent. Je pense que c'est très mauvais pour la peau. Comment ça lui est venu, je ne sais pas, mais alors elle disait ça crame, donc ça doit finir par faire du mal, donc elle a toujours refusé le bronzage. Mais Foulouk Farouzad est une révolutionnaire, elle a révolutionné la poésie. Moi, ça là-dessus, j'ai toujours eu tendance, et ça avec le surnom de mon père, c'est haute tolérance,
j'ai toujours pensé que nous faisions tous des choix et que personne n'avait à juger ces choix. C'est pour ça aussi que je pense la responsabilité, c'est que quelqu'un qui décide de tuer, quelqu'un qui décide d'être un enfoiré, bah, il doit être puni en conséquence. Moi, je ne fais pas beaucoup de politesse. Et je pense que voilà, parce que nous sommes dotés de libre arbitre, nous devons être responsables. Marie n'en est pas moins grandiose que Fouloug. Peut-être que l'une a réussi sa vie, l'autre a réussi son œuvre, mais à mes yeux, elles se valent parce que ce qui compte, c'est qu'elles aient fait un choix à hauteur de leur désir. Et je pense que c'est à la fin de la fin, c'est ça qui est le plus important. C'est est-ce que vous avez été à la hauteur de votre désir? Est-ce que vous avez ri? Parce que quand vous êtes heureux, vous rendez les autres heureux. Et ça, je pense que vraiment et définitivement, il est poli d'être gay. Alors pour rester sur le thème de la postérité et en même temps de l'actualité, je crois que Fouloug est un modèle, c'est-à-dire pour les militantes du mouvement Femmes, Vie, Liberté. C'est encore mieux que ça. C'est que je pense que Fouloug et son frère Félidun, parce qu'en plus c'est une famille, c'est quand même extraordinaire. Je pense que Fouloug meurt en 67, 10 ans après, c'est la Révolution. Son frère est massacré de manière atroce dans l'exil en Allemagne par des militants khoméinistes. Je pense qu'on assiste, ce à quoi on assiste en Iran, et je continue à dire que c'est une révolution et qu'elle va porter, il a fallu 18 mois pour que la monarchie, pour que les mollahs gagnent en 79. C'est peut-être plus lent aujourd'hui, mais pour moi, cette révolution des mentalités est faite et les mollahs sont déjà à moitié morts, c'est des zombies, ils finiront par tomber. Mais je pense que ce à quoi on assiste aujourd'hui en Iran, c'est cette graine qu'a semée Fouloug et Félidun, et qu'aujourd'hui, c'est les enfants de Fouloug et Félidun qui sont en train de, enfin, au grand jour et en public, dire exactement ce qu'elle disait en 1956 et qui n'a pas pris une ride. Donc rien n'est jamais perdu avec la littérature. Et aujourd'hui, ce qui se passe, oui, je pense que c'est la place Ozodi où on a vu tellement de femmes avec tellement de courage alors qu'elles risquent des coups de fouet, la prison, donc le viol, voire la mort, qui retirent leur voile. J'ose espérer qu'après la Révolution, cette place Azadi, elle s'appellera la place Fouloug Falrazad. Alors, il y a des tas de sujets évoqués dans ce roman, comme vous évoquez le Tazier également, ce livre, donc livret dramatique, le seul du monde arabo-musulman. Selon vous, pourquoi cette forme théâtrale est unique dans la culture musulmane? Alors c'est très bien, ça va être un peu long et les gens commencent à fatiguer, parce que là si je vous explique la différence entre le schisme et le sunnisme, là vous n'allez pas tenir quoi. Non, en gros c'est vrai que c'est assez étrange, il y a un seul livret dramatique dans le monde arabo-musulman, c'est le Tazier, et accrochez-vous, je vais être simple. Souvent, mon père dit, quand tu commences à dire comme ça, c'est pire. Mais je vais vraiment essayer. Mais le Tazier, c'est une... Peter Brooks en a fait un, invité par la Chabanou, par Farah. Il en a fait un à Tabriz, c'est très étonnant. En gros, le Tazier, mais tout le temps en scène la même chose, c'est le martyre de Hussein. Hussein, c'est le fils de Ali. Ali, le premier des saints de l'imam chiite. Et Hussein, ça s'est très très mal passé. En gros, c'est la guerre, les chiites, les sunnites, ce qui va devenir les chiites et les sunnites se tapent dessus, ça va pas. Et Hussein, il est d'abord avec ses alliés, ils sont affamés dans le désert, ils meurent de faim et de soif. Hussein, il est encore un peu en vie, on le récupère, on le découpe en morceaux, on le décapite et après on fait venir sa femme et les enfants pour qu'ils voient les morceaux. Pas cool. Pas cool du tout. Et le Tazier met en scène la dernière bataille, et après ça va naître le schisme. C'est vraiment Hussein, fils d'Ali, deuxième grand saint. Il y en a 12 comme ça jusqu'à l'imam caché, le 12e. Et c'est pour ça que la religion chiite est messianique et pas les sunnites. Alors, vous voyez, j'essaie de ne pas compliquer. Et le Tazier, c'est très étrange, les comédiens arrivent sur scène et disent « Je ne suis pas Hussein, machin, bidule, bidule, le nom de tout le monde. Je ne les joue pas. Je suis. » C'est un peu bizarre. Donc déjà, on peut faire toute une dimension. Et après, ils se mettent à jouer. Et depuis la Révolution, vous avez d'un côté les spectateurs femmes, de l'autre les hommes. Et Abbas Kiarostami a fait un dispositif génial avec ça, d'ailleurs. Et ils chialent pendant 4h30. Mais je blague pas, mais des vraies larmes. Et quand j'ai vu ça,
Il s'est dit, putain, mais au fait, il chiale pas du tout sur Hussein, machin, c'est gore. Et c'est très, vraiment épique, hein. Et machin, et Ali, et bidule, et Hussein, il est là, rien ne va, enfin, tout est dramatique. Et comment les enfants, ils vont voir le corps, on ne reconnaît pas le pied de la tête, enfin, c'est tout ça horrible. Et c'est vraiment une catharsis. Ces gens pleurent sur leur vie. Ils pleurent sur leur impossible. Et ça donne une fois par an, pendant la fête de l'Achoura, du mois de l'Achoura, du mois du martyr, une espèce de truc collectif un peu dingo. Mais je pense que ce moment de catharsis mystique a donné aux Iraniens énormément d'imagination. Mais vraiment. Je pense qu'à force tous les ans d'assister au même spectacle, inévitablement, vous le connaissez par cœur depuis que vous êtes tout petit, vous vous mettez à penser à autre chose, vous mettez à penser à votre vie. Et je pense que c'est un des traits caractéristiques de l'Iran. Peter Brooks me disait ça. Il me disait, pour comprendre l'Iran, il faut comprendre le tasier. Et j'avoue, encore une fois, l'universalisme, que Peter Brooks a vachement mieux compris l'Iran que moi. C'est dingue. Bon, je crois qu'on a déjà bien parlé ce soir. Je crois que vous avez aboli le temps. Mais je crois qu'on va maintenant laisser la parole à Françoise qui va conclure en quelques mots. S'il y a encore un peu d'énergie, Abnouch Salmani m'a dit qu'on pouvait accueillir 3-4 questions avant la dédicace. Donc c'est sportif pour elle. Donc comme d'habitude, il y a un micro de ce côté, je propose le mien de ce côté-ci. Merci de faire des questions concises et de parler dans le micro. Monsieur. Il est où le monsieur ? Bonsoir. Je vais parler un peu plus doucement. D'abord, merci. Comment ne pas être admiratif de tous les combats que vous menez. Et vous avez évoqué dans tout ce que vous avez dit beaucoup de choses. Il y a un terme que j'ai particulier sur lequel je pense que c'est intéressant de focaliser, c'est la subtilité. On s'aperçoit aujourd'hui que tout le monde parle de plein de sujets, tout le monde sait. Et si je voulais donner la formule triviale, c'est qu'il y a 70 millions de sélectionneurs au foot à toutes les Coupes du Monde. Et aujourd'hui, il y a quasiment 70 millions de personnes en France qui évoquent les sujets, notamment du conflit, de ce qui se passe en Iran. Comment on explique et comment on fait pour qu'on retrouve en quelque sorte la complexité, qu'on ne tombe pas dans le oui mais, qu'on n'utilise pas des termes comme génocide à tort et à travers, qu'on fait en sorte en fait de retrouver quelque chose de concret qui permet d'expliquer les choses, de remonter le niveau et donc quelque part de retrouver le chemin de la discussion. Bah, vous avez tout dit, en fait, c'est ça le but, c'est exactement ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Mais c'est grand paradoxe, c'est qu'en même temps, on devrait se réjouir. Et vous savez, c'est toujours pareil, il faut toujours regarder ailleurs. C'est évidemment un effet, vous voyez, des réseaux sociaux. C'est que concrètement, à un moment, je ne sais plus qui disait que voilà, les réseaux sociaux faisaient que la parole d'un spécialiste se retrouvait au même niveau que la parole de n'importe qui et que l'autre pouvait contredire. Et c'est en même temps quelque chose qui aujourd'hui nous terrifie, mais en même temps c'est quelque chose d'extrêmement positif qu'on ait tous accès à la parole, qu'on soit tous un jeu, une singularité. Ça, c'est par exemple, c'est génial en Asie du Sud-Est, à Singapour, à Hong Kong, en Birmanie. C'est tellement merveilleux, alors dans des pays non démocratiques, en Iran, que ces démocrates puissent chacun dire, accéder, dire « ah oui, mais… » Le problème, c'est qu'ici, c'est effectivement, au lieu d'amener la discussion, le débat qui est la sève, on se retrouve avec des gens qui expliquent que bah non, le débat c'est de droite, donc, voire d'extrême droite, donc on ne débat pas. What? Et ça, c'est ahurissant. C'est ahurissant, c'est pas possible de dire un truc pareil. Et c'est encore une fois, c'est le savoir. C'est que je sais que c'est un mot qui fait 19e et en 10 minutes il marchera jamais, mais c'est vraiment de la pédagogie. C'est vraiment, ok, tu veux qu'on discute, mais d'abord, c'est quoi, on va se mettre d'accord sur les faits.
Et c'est là où le problème, à mon avis, vient de là. C'est qu'on peut débattre de tout. Et le oui mais n'est pas si grave si on arrive à échanger. Ah, je suis d'accord avec toi, mais d'ailleurs, il vaut mieux commencer par « je suis d'accord avec toi ». Oui, mais tu ne penses pas que... Et là, on peut arriver après à une synthèse et à se mettre d'accord. Je pense que le problème, c'est que fondamentalement, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les mêmes faits. C'est-à-dire que vous avez raison, c'est que si on n'arrive même pas à dire où est le génocide, bah, comment vous voulez discuter, vous dites bah non, il n'y a pas de génocide, l'autre il dit bah si, il y en a un. Le débat est impossible, donc déjà c'est vicié. Donc il faut déjà revenir, et ça aussi, ça a été tué avec cette idée qu'il n'y avait plus d'histoire, c'est le fait que c'est chacun ses faits. C'est les vérités alternatives de Donald Trump. Le jour où il a dit ça, moi j'ai fait ça pue, ça va continuer, c'est que chacun a sa vérité. Et c'est vrai, quand vous êtes dans les conflits aujourd'hui, vous écoutez les deux camps, vous avez l'impression qu'ils parlent de deux mondes parallèles. Et pourtant, c'est la même guerre, mais on n'a pas les mêmes faits. Donc, et je pense que là, pour ça, il ne faut pas lâcher. Moi, je n'ai pas l'intention de lâcher, mais on est extrêmement nombreux. C'est qu'il faut revenir. Voilà quels sont les faits, mais je suis prêt à t'entendre. Et allons-y. Allons-y, parlons, mais d'abord, mettons-nous d'accord sur les faits. À part ça, parce que je refuse de mettre en prison les gens qui disent n'importe quoi, même si c'est tentant. Et je refuse de les faire taire, même si c'est tentant. C'est justement, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il fallait se confronter à ceux qui ne sont pas d'accord. Mais d'abord, on se met d'accord sur les faits, et après, on débat. C'est ça le nœud. C'est ça le nœud, et tant qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur les faits, on sera coincé dans ces cris sans réponse. J'ai le micro, je me permets. Je me levais. Ah, vous êtes là. Voilà, tout là-haut. Évidemment, c'est admirable la manière dont vous abordez à la fois votre histoire et puis l'histoire qu'on vit aujourd'hui. Vous avez dû vous faire beaucoup d'ennemis, j'imagine. Je sais pas. J'espère pas. Je suis sympa quand même. Vous êtes ici, vous êtes la bienvenue, évidemment. Mais je crois qu'à l'extérieur, vous pouvez avoir, je peux supposer que vous avez quelques ennemis. Est-ce que vous avez gardé vos amis, je mets des guillemets, de gauche, des femmes féministes, des gens bien pensants, des écologistes peut-être. Oui, parce qu'en plus, je suis pro-nucléaire. Là, vous aggravez votre cas. C'est la cata. Mais moi, je viens d'une horrible famille communiste. Je viens de loin. Donc moi, je continue à me considérer comme une libérale de gauche, dans le sens où j'ai bénéficié des aides sociaux, j'ai été boursière et c'est super, et que je ne vois pas pourquoi j'interdirais à d'autres de pouvoir avoir la chance de faire les études que j'ai fait en ayant une bourse. Au fait, il n'y a aucune raison. Mais sachant que de mon temps, c'est là où je sens que j'ai hyper vieilli, c'est que maintenant je suis obligée de dire de mon temps, on redoublait une fois, et là, pouf, plus de bourse. Et là, j'ai appris que c'était 3 redoublements. Ben, ça, je trouve ça mal. Je trouve ça très mal. Une fois, non mais ça va. C'est pas comme si on avait 72 heures de cours par semaine. Et en plus, je vendais des nappes au BHV en même temps. Donc ça va. Et j'ai jamais eu l'impression d'être à la mine, quoi. Et croyez-moi, vendre de la toile cirée au BHV les samedis, c'est un peu la mine. Sympa, mais quand même un peu la mine. Et donc moi, je me considère encore comme une libérale, mais je suis profondément libérale. Et je pense que tout le monde ne veut pas jouer des coudes et réussir et tout, et qu'il faut qu'on soit capable de tendre la main et d'aider. Je trouve ça normal. Est-ce que, alors peut-être que les amis que je considérais être de gauche ne sont plus considérés de gauche par les autres. Je sais pas. Pour moi, je suis entourée, je sais pas. Je suis plein de trucs sur lesquels je suis pas d'accord avec Eva Illouz, qui est contre la liberté sexuelle, c'est absurde. Mais elle est de gauche, donc elle est féministe, c'est encore mon amie. Et des vrais gens aussi qui publient pas forcément des bouquins. Je crois qu'en gros, j'ai fait le ménage en 2014, au moment où j'ai sorti mon premier livre, Ménis à des mois. Il y a des gens qui ont arrêté de m'appeler. Et vous savez qu'en 2018, j'étais l'une des rédactrices de ce qui est devenu la Tribune de Neuve. Donc les autres, je les ai perdus à ce moment-là. Donc au fait, aujourd'hui, j'ai perdu personne, mais ça va. C'est rassurant. Juste un tout petit mot. C'est une semaine assez exceptionnelle qui se passe dans cette salle. Vous savez, lundi, il y avait
Il n'y a pas de hasard. Oui, joué je vais aller sur le la voir à scène. Paris. Et, il y a juste un an, à votre place, il y avait Delphine Orvillers, qui avait peut-être beaucoup de points communs avec vous, et notamment celui de ne pas être étiqueté. Non, c'est vrai. Et en plus, on a les mêmes cheveux, donc ça doit jouer. C'est la vengeance de la bouclette. Mais non, j'aime beaucoup Delphine et on partage énormément de choses, c'est vrai.